Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons mis en évidence l'épaississement crustal. On sait maintenant que deux continents peuvent se rentrer dedans et donc forcément, avant leur collision, il y a eu une subduction de la croûte océanique sous la croûte continentale et nous allons voir que cette subduction va induire un métamorphisme. Vous êtes prêts? C'est parti! Revoyons d'abord les définitions du sujet. Une subduction, c'est un enfoncement d'une lithosphère océanique froide et dense dans une asténosphère moins dense, située sous une lithosphère continentale ou sous une autre lithosphère océanique moins dense. Bref, une lithosphère océanique qui passe sous une autre lithosphère. Un scooter sous un bus. Le métamorphisme, on l'a déjà vu dans une des vidéos précédentes, c'est l'ensemble des conditions de pression-température provoquant un réarrangement de la matière à l'état solide. Faites bien attention à ça. Le métamorphisme, on ne passe jamais du côté liquide, on reste dans le solide. Nous sommes donc dans un contexte de changement de pression-température. Des roches vont subir ces changements. Et une roche, qu'est-ce que c'est? C'est une association de minéraux. Or, les minéraux, on en a déjà parlé, on a déjà fait ce graphique, vont changer de conformation spatiale en fonction de la température, de la pression qu'on leur impose. On a déjà vu ce graphique dans une vidéo précédente. Vous vous en souvenez pas? Allez, on recommence. Prenons un diagramme pression-température. Température, pression. Vous avez ici trois champs correspondant à des gammes de pression et de température différentes. Nous avons ici trois noms de minéraux, l'andalosite, la silimanite, le distène. Ces trois minéraux sont en fait une seule et même association d'éléments chimiques, sauf qu'en fonction de la pression et de la température qu'on leur fournit, ils ne vont pas se présenter dans l'espace sous la même forme. Je m'explique, je reprends mes petits Legos. Voici une association d'éléments chimiques, c'est un minéral. Alors, on peut s'amuser, hein, les blancs c'est les hydrogènes, rouge oxygène, N azote, les verts du potassium, enfin bref, plein d'éléments chimiques qui sont associés pour former un minéral. Voilà, ça on va dire que c'est l'andalosite. L'andalosite, il est stable dans cette gamme de pression-température. Si je prends un point ici, j'ai bien une association d'une pression et d'une température. Si je prends un point ici, j'ai la même pression et une température plus élevée. Si je prends un point ici, j'ai une température identique à ce point-là, mais une pression plus élevée. Alors, qu'est-ce qui se passe? La silimanite, quelles que soient les conditions de pression-température, donc les combinaisons d'une pression et d'une température que vous lui soumettez dans cette gamme-là, elle va rester sous cette forme. Si vous la passez ici, c'est-à-dire dans des températures plus élevées, des pressions plus élevées, la forme andalosite ne va pas tenir. Elle va devoir résister à une augmentation de température et de pression et elle va se réorganiser dans l'espace. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai pris les Legos, parce qu'on peut changer la forme, mais on a toujours les mêmes éléments chimiques. Donc ici, on va dire que j'ai de la silimanite. Maintenant, imaginons que la roche qui contienne cette silimanite, je la descends en température tout en augmentant sa pression. Je la fais passer dans cette gamme ici de combinaison pression-température. À ce moment-là, la silimanite ne sera plus stable et elle va changer de conformation et devenir ce qu'on appelle du distène. Elle va se réorganiser dans l'espace en adoptant une conformation qui va pouvoir donc mieux résister, en supposant que ce soit celle-ci. D'accord? Donc ici, avec une même association de pièces de Lego, je peux obtenir plusieurs formes différentes. Et bien, un minéral, c'est pareil. C'est une association d'éléments chimiques qui va adopter plusieurs conformations spatiales en fonction des pressions-températures qu'on lui impose. Alors c'est bien joli, ça c'est pour un minéral. Mais une roche, qu'est-ce que c'est qu'une roche? C'est une association de minéraux. Ici, on en voit plusieurs. Donc, comment va se comporter la roche si on change les conditions de pression-température? On va travailler maintenant sur ce qu'on appelle un diagramme de phase d'une roche. Alors, ce diagramme de phase, il vous dit quelque chose? On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Vous étiez pas là? Bon, alors attendez, on la refait. Voici un diagramme de phase d'une roche. Une roche, on a dit, c'est plusieurs minéraux associés ensemble. Mais voilà, prenons donc cet ensemble de minéraux. On va le faire bouger au sein de la planète, on va changer ou sa température ou sa pression, ou les deux, pourquoi pas. Et il va se trouver qu'à un moment donné dans son trajet,
cette roche va rencontrer des conditions de pression-température qui vont faire qu'elle va passer de l'état solide à l'état liquide. Alors, elle passe pas totalement 100% solide à 100% liquide, ça se fait par transition. Je prends par exemple une roche qui s'est formée à cette température-là et à cette pression-là, que je vais appeler T1, P1. Cette roche, on va la déplacer dans la terre, on va la laisser à même profondeur, mais elle va se rapprocher d'une source de chaleur, ou alors c'est une source de chaleur qui se rapproche d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle reste à même pression, mais sa température va augmenter, elle va passer à T2. Donc elle va rentrer dans ce domaine-là. Elle aura passé l'ensemble des conditions pression-température qui permettent à la roche de rester solide. Pourquoi on dit ensemble de conditions pression-température? Parce que nous avons une droite ici, et une droite est constituée de points. Et chaque point est une association de température et de pression. D'accord? Donc, à chaque fois, nous avons une pression, une température. Si je prends ce point-là, je suis encore dans une association pression-température qui font que la roche reste solide. Si je passe pour la même pression à une température d'1 degré au-dessus, je vais passer cette courbe qu'on appelle le solidus et je vais rentrer dans une zone où la température est suffisante pour commencer à faire fondre la roche. Donc j'ai un ensemble de conditions pression-température. Ouais, j'ai mal fait mon point là. Oh là là, le prof de maths ira à l'arrêt. Et donc ici, on a une transition, c'est-à-dire qu'on va passer l'ensemble des conditions pression-température qui font que la roche n'est plus solide. Toute cette zone-là, c'est le solide. Elle va commencer à fondre en partie. C'est ce qu'on appelle la fusion partielle. Mais cette roche-là, si je continue de l'augmenter en température, je l'emmène ici à T3, je vais passer cette fois ce qu'on appelle le liquidus, c'est-à-dire l'ensemble des conditions pression-température qui font que toute la roche va fondre. Et ici, je n'aurai que du liquide. Alors vous allez me dire, le métamorphisme, il va où là-dedans? Eh bien on a dit le métamorphisme, c'est l'ensemble des conditions pression-température qui permettent de modifier la roche à l'état solide. C'est-à-dire, on reste là-dedans. Alors attention, ça veut dire quoi? Je prends cette roche-là, P1, T1, sans augmenter la température, je vais augmenter la pression. Et donc à ce moment-là, je vais me retrouver comme dans le cas de mes petits Legos tout à l'heure, où j'ai un minéral qui ne va pas supporter l'augmentation de pression, qui va se réorganiser. Donc ici, on a du métamorphisme qui peut se faire en fonction des variations de température-pression qu'on peut exercer sur la roche. Mais attention, il y a des conditions qui ne sont jamais réalisées dans la nature. C'est toute cette gamme-là, à peu près. D'accord? Alors, on peut le faire en laboratoire, mais dans la nature, finalement, le métamorphisme, c'est toute cette zone-là. Ça veut dire que ma roche, tant qu'elle ne bouge pas, elle ne change pas. Mais si ma roche, je la fais varier en température, j'augmente un petit peu. Ou je diminue un petit peu. J'augmente en pression, je l'enfonce. Ou je la ramène en surface. J'ai modifié les températures et les pressions qui étaient stables pour elle, qui avaient permis de se former. Et à ce moment-là, je vais modifier la roche à état solide. Je suis dans le métamorphisme. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Allez, on continue. Alors, comment ça se passe dans la nature? Qu'est-ce qui se passe techniquement au niveau des minéraux de cette roche quand on change la pression et la température? Prenons le point de départ, un minéral A, un minéral B, pression 1, température 1, qui sont stables. Donc, les minéraux A et B sont stables. Maintenant, supposons qu'on change de pression, on passe en pression 2, température 2. A va rester stable, ça ne le dérange pas. Par contre, B, lui, ne supporte pas les changements de pression-température. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une réaction entre A et B, et on va avoir A plus B qui vont réagir ensemble, se réorganiser et donner un minéral C. Et ça va apparaître principalement autour du minéral qui ne supporte pas le changement de pression-température, ça va être le B. Et le B donc va réagir avec le A. On va réorganiser les éléments chimiques et ça va former donc un minéral C qui va se former autour du minéral B, comme s'il allait le grignoter un petit peu. C'est normal que ça se fasse autour et pas par l'intérieur, puisqu'il faut mélanger les éléments chimiques de A et B. Donc ça se fait forcément au niveau de la zone de contact. C'est ce qu'on appelle une auréole de métamorphisme. Si on continue d'augmenter la pression et la température, sans que ça ne perturbe A, on va finir par obtenir deux minéraux, A et C. B aura complètement disparu. A peut avoir un peu légèrement réduit en taille, c'est normal puisqu'il a donné des éléments chimiques pour former C. On va donc ici avoir C qui est stable à la pression température numéro 3. Vous avez du mal à saisir? Attendez, on va faire mumuse. Pâte à
modeler minéral A, minéral B, les deux en contact. Mais voilà, je vais chauffer tout ça. Je vais le mettre dans ma main. Et je vais écraser, 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 chauffer, écraser, chauffer, écraser, chauffer, écraser, chauffer. J'obtiens quoi à votre avis? Bah voilà, j'obtiens un mélange de bleu, de jaune, j'obtiens du vert, j'obtiens le minéral C. Oui, bon, vous allez me dire, je n'ai pas bien mélangé là. Oh là là, vous êtes titilleux, hein. N'empêche que A plus B, ça fait C. Voilà, voilà du métamorphisme. À l'état solide, s'il vous plaît. Bon, allez, on arrête de faire mumuse et puis on en revient à quelque chose de plus sérieux. Bon, ok, transformation minéralogique. A-t-on un exemple concret de ce qui se passe dans cette lithosphère océanique qui va s'enfoncer sous la lithosphère continentale? Eh bien, oui. Voici le diagramme des domaines de stabilité des minéraux du gabbro et des métagabbros. Pourquoi ces deux roches? Parce que ce sont tout simplement les principales roches de la croûte océanique qui se trouvent en surface de la lithosphère océanique. Je vous rappelle que sous la croûte océanique constituée de basalte et de gabbro, nous avons de la péridotite qui appartient au manteau supérieur. Cette péridotite va être rigide en partie superficielle et plus ductile à l'intérieur. Et nous, donc, ce que nous appelons lithosphère océanique, c'est l'association de cette croûte océanique et de la péridotite rigide. Ça forme un bloc rigide qui va glisser sur cette péridotite ductile, un peu comme votre pied sur une peau de banane. Donc voilà pourquoi on parle du gabbro et du métagabbro, car ce sont les roches de la croûte océanique à laquelle on a accès. La péridotite du manteau, vous pensez bien qu'on ne va pas envoyer un sous-marin dans le manteau pour aller chercher de la péridotite. Par contre, gabbro, métagabbro, oui, c'est le fond des océans, on sait faire. Alors, étudions ces roches, voyons leur comportement en fonction des variations de température et de pression. Ça, on est capable de le faire en laboratoire et de le vérifier sur le terrain. Donc, sur ce diagramme, nous avons ici une ligne rouge qui est marquée solidus, c'est-à-dire l'ensemble des conditions pression-température qui vont faire que la roche va fondre. Si on se place à droite du solidus, on entre en fusion partielle, on fond. Tant qu'on reste à gauche, on est solide. Je vous rappelle, conditions non réalisées dans la nature. Donc dans cette gamme-là, nous sommes dans un ensemble de conditions pression-température où la roche est solide, mais en fonction des variations, va subir des modifications. Quand le gabbro se forme, il se forme à une température d'environ 1000 degrés, car le magma qui provient des entrailles de la Terre est du magma qui monte à 1000-1200 degrés. Donc on va avoir une solidification de ce magma par refroidissement en arrivant en surface, et les minéraux à se former sont du plagioclase et du pyroxène. Mais voilà, nous sommes en surface de la croûte océanique, la température va vite redescendre, d'autant plus que nous sommes dans un mécanisme de dorsale, et que la roche formée au niveau de l'axe de la dorsale va s'éloigner de la dorsale, et donc va s'éloigner de la source de chaleur et va refroidir de plus en plus. On va avoir passage d'une roche qui contient du plagioclase et du pyroxène à une roche qui possède un minéral nouveau, la hornblende. La hornblende est une amphibole et elle s'observe facilement au microscope. Alors vous allez me dire, bah ouais, elle nous met une image, elle nous met pas le microscope. Vous m'excuserez, j'ai pas de microscope polarisant chez moi. Ça coupe une blinde, en plus c'est les vacances et je peux pas squatter au collège. Donc ici, nous avons une photographie qui a été prise par mon ancien prof de fac. Et ouais, je connais des célébrités sur internet. Nous avons ici le CPX, c'est-à-dire le clinopyroxène, qu'on va retrouver donc à la formation du gabbro. Tout autour, nous avons en blanc du plagioclase, qui se forme également au moment du refroidissement du magma du gabbro. Et regardez, autour de notre pyroxène, nous avons notre fameuse auréole de métamorphisme. Nous avons la hornblende, cette amphibole, qui se forme tout autour du pyroxène. Pourquoi? Parce qu'elle va se former en se nourrissant du pyroxène et du plagioclase, mais principalement du pyroxène. Donc ici, nous avons une première transformation qui est due à quoi? Tout simplement au refroidissement de la roche. Et vous allez voir qu'il y a également un mécanisme d'hydratation qui intervient. Prenons les formules chimiques des minéraux. Pyroxène, plagioclase. Bon, je vous rassure, vous n'allez pas à les connaître, hein? Même moi, je les connais pas par cœur, je les ai apprises à la fac, je les ai oubliées depuis. Bah ouais, c'est pas tous les jours qu'on a besoin de la formule du plagioclase ou du pyroxène qu'on va au supermarché, hein. Enfin bref, prenons la formule de ces deux minéraux qu'on trouve dans le gabbro
Et regardons la formule de la hornblende qui se forme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? De l'eau qui apparaît. D'où elle peut venir cette eau? Réfléchissez, nous sommes où? Nous sommes dans la mer. Et ben voilà. Nous avons ici ce qu'on appelle un métamorphisme hydrothermal. C'est-à-dire qu'on refroidit en température, mais en plus on apporte de l'eau par la mer. Et donc on va modifier la formule chimique des minéraux présents. On va rajouter de l'eau. Et c'est ce qui forme cette hornblende autour du pyroxène. On continue le trajet. Nous avons donc passage d'un point de 1000 degrés, on descend vers les 800, on passe vers les 600. Hop, allez, on passe les 400, on arrive dans cette zone. Et là, nous avons chlorite et actinote qui apparaissent. Vous voyez que le pyroxène est marqué en relique, c'est normal, c'est lui qui se fait bouffer pour fabriquer les autres. Donc, c'est tout ce qui reste, des reliques, des tout petits mots. Et donc, on a chlorite et actinote qui apparaissent. Et chlorite et actinote, si on regarde leur formule, de l'eau, encore de l'eau. Bah oui, on est encore sous la mer. La chlorite et l'actinote, elles ont la particularité, surtout la chlorite, d'être verte. Ça vous dit quelque chose? Vous l'avez vu en classe. C'est ce qu'on appelle le faciès des schistes verts. Alors pourquoi schiste? Schiste, c'est une roche métamorphisée qui possède une petite modification dans sa structure. Vous connaissez peut-être les schistes ardoisiers qu'on utilise pour faire les ardoises, c'est-à-dire les tuiles sur les toits là, grises. Ça se débite en feuillet. Bon, un schiste, c'est ça. C'est une roche qui se débite en feuillet. Donc ici, on a un faciès, c'est-à-dire un ensemble de conditions pression-température, qui donne des schistes de couleur verte. Pourquoi verte? Parce qu'il y a de la chlorite. Sauf que voilà, on arrive vers le bas de notre température. Il nous reste un chemin à faire, c'est l'enfoncement dans la subduction. Puisque notre croûte océanique s'est éloignée de la dorsale, il arrive un moment où elle s'enfonce à cause de la subduction. Et donc là, on ne va plus changer forcément beaucoup les températures. Regardez, on était passé de 1000 à 200 degrés. Là, on va augmenter un petit peu les températures. Si on redescend, on va faire ce trajet-là. Donc oui, on va passer de 200 à 400 degrés. On va pas augmenter énormément. Par contre, on va fortement augmenter la pression. Et là, on va passer par différents stades où on va voir des minéraux apparaître comme le glaucophane, la jadéite, le grenat et voire même le quartz. Alors, on peut le voir ça grâce à des roches qui ont été ramenées en surface. Et ici, notamment, vous avez l'exemple d'un minéral que vous avez peut-être connu. Ici, en deux, nous avons notre minéral de départ que j'avais fait en marron, c'est le pyroxène. Ce minéral, vous voyez qu'il a été coupé en deux littéralement par un minéral vert ici. C'est notre fameuse actinote. Et vous voyez qu'autour, nous avons une autre auréole de métamorphisme qui fait tout le tour de cet ensemble, c'est-à-dire qu'un minéral s'est formé en se nourrissant de quoi? De ça, de ça. D'accord? Donc lui, c'est le dernier à se former tout autour et il est bleu. Et c'est le glaucophane. Nous avons ici une autre image, donc avec le pyroxène, un petit bout d'actinote qui reste et surtout, donc une belle auréole de glaucophane tout autour. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle le faciès des schistes bleus. Nous sommes ici, dans cette gamme de pression-température et on les appelle bleus parce que le glaucophane, il est bleu, puis il se voit. Donc faciès des schistes bleus. Mais voilà, la subduction ne s'arrête pas à faible profondeur. Elle continue d'enfoncer cette croûte océanique qui a d'abord subi un métamorphisme de surface hydrothermale, puis qui subit un métamorphisme de pression qui augmente, et arrivé à une certaine profondeur, à une certaine pression, on va avoir le grenat qui apparaît. Donc le grenat, lui, il est de couleur bordeaux. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle les éclogites. Nous sommes en présence de roches qui possèdent donc de la jadéite, c'est un pyroxène de haute pression, et nous avons les grenats qui apparaissent en noir au microscope polarisant. En fait, ils ne laissent pas passer la lumière, c'est pour ça qu'ils apparaissent en noir. Donc ici, quand nous avons des grenats qui sont présents dans une roche, vous pouvez être sûr qu'on est descendu à haute pression, à grande profondeur. Donc là, nous avons le trajet de subduction. Et là, nous avons le trajet d'éloignement à la dorsale. C'est un trajet hydratant. Donc à retenir que dans le cadre d'une subduction, nous avons de la croûte océanique qui a été fabriquée au niveau d'une dorsale, qui s'est éloignée progressivement de la dorsale, qui a donc subi un trajet hydratant avec une baisse de température progressive. Elle est toujours restée en surface, cette croûte, sauf qu'arrivée à un moment donné, elle est entrée en butée avec une lithosphère continentale. Scooter contre bus et le scooter, il passe dessous.
Et donc là, on augmente la pression. Hein. Le pauvre scooter, il se fait écraser par le bus. Donc, oui, je sais, c'est gore, mais c'est tellement parlant. Alors, nous avons ici le trajet de subduction avec l'augmentation de pression et donc modification des minéraux. On résume donc l'histoire de notre gabbro depuis la dorsale jusqu'à la subduction. Gabbro, phosphate, plagioclase, pyroxène. On refroidit dans l'eau de mer. On a donc une hydratation. On va obtenir un gabbro métamorphisé qu'on appelle un métagabbro. Et le premier stade, c'est le métagabbro à hornblende, la fameuse amphibole. Mais voilà, notre dorsale continue d'être active. Elle repousse l'ancien basalte encore plus loin. Et l'ancien gabbro également, bien sûr. Basalte et gabbro, je vous rappelle que c'est la même chose chimiquement, sauf que le basalte est un refroidissement rapide en surface avec quelques petits cristaux et une pâte non cristallisée, alors que le gabbro est une roche entièrement cristallisée puisqu'elle a refroidi tranquillement au chaud dans la chambre magmatique. On continue. Notre métagabbro à hornblende s'éloigne de la dorsale, continue de refroidir, continue d'accepter de l'eau. Il va atteindre le métagabbro à chlorite et actinote, c'est le faciès des schistes verts. Vous allez me dire, ouais, bah pourquoi c'est en bleu? Bah, je sais pas. C'est pas moi qui ai fait le schéma. Moi, je me dis que c'est en bleu parce qu'on n'a pas arrêté d'y foutre de l'eau. Bref, moi, j'aurais aimé, tiens, j'aurais dû changer la couleur avant. Chlorite, actinote, schiste vert. Voilà, c'est modifié, on continue. On s'enfonce cette fois en profondeur. On augmente la température tout doucement, on augmente la pression. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau, elle aime pas ça. Ben, vous savez bien, hein, quand on chauffe, l'eau, elle s'échappe. Vous avez déjà fait bouillir de l'eau pour faire des pâtes. Et bien, enfoncez donc de la croûte hydratée en profondeur. L'eau, elle n'est pas contente. Elle s'échappe. Nous avons donc une déshydratation. C'est ce qui va être à l'origine du glaucophane. Et nous sommes à ce moment-là dans le faciès des schistes bleus. Et là, oui, c'est bien bleu. On continue. Notre faciès schiste bleu, ok, c'est bien, on a formé du glaucophane, mais le glaucophane va s'enfoncer en profondeur et on va encore perdre de l'eau parce que l'eau, elle n'aime pas la pression. Et du coup, on va atteindre le stade des églogites avec les fameux grenats qui sont bordeaux. Donc ici, nous sommes au maximum de pression. Nous sommes en fin de trajet de subduction. Quoi, vous ne me croyez pas quand je vous dis que l'eau, elle n'aime pas la pression? Ben, regardez, actinote, chlorite, 6, 2, glaucophane, tiens, hop hop, 2, tiens, jadite, plus d'eau, tiens, grenat, plus d'eau. Ah bah oui, l'eau est partie, je vous l'avais dit. Sur cette animation, on peut résumer le trajet d'un gabbro tout en observant les lames minces. Le petit point violet, c'est le gabbro. Il va se déplacer, donc on voit son trajet hydratant. Il est parti donc d'une structure avec des plagioclases et du pyroxène. S'il avance, il s'écarte de la dorsale, il diminue en température, il passe la première zone de stabilité, à savoir que plagioclase et pyroxène vont réagir pour donner de la hornblende. Continuons le trajet de ce métagabbro qui va continuer de diminuer en température tout en restant en surface. Il va passer la limite de stabilité de la hornblende et à ce moment-là, nous allons avoir de la chlorite et de l'actinote qui se forment. Nous sommes dans le faciès des schistes verts, mais voilà, la subduction se fait. Il y a enfoncement, augmentation de pression. À ce moment-là, actinote et chlorite réagissent pour former du glaucophane, puis on arrive dans la zone de formation des grenats. Nous sommes à la fin de la subduction. Alors vous allez me dire, oui c'est bien beau tout ça, on a des changements de minéraux en fonction de la pression-température, mais est-ce que ça a une autre incidence? Ben oui, ça a une incidence sur la densité. Si nous prenons un métagabbro de type 1, c'est-à-dire de faciès schiste vert avec chlorite et actinote, nous sommes à une densité de 2,9. Si on continue à s'enfoncer en profondeur, on va former du glaucophane et là vous voyez que la densité augmente. À partir du moment où les grenats apparaissent, on a une densité beaucoup plus élevée, 3,5. Et ça va avoir un impact sur le mécanisme de la subduction. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo.